Ça tourne. Ça tourne? Ok. Eh bien alors, on va y aller. On y va. Ah, Aurélie. Vas-y, Camille. Oui. Donc, bien, c'est un petit liaïus autour de l'exposition qui s'intitule Talking Sex. Et en fait, c'est une référence au Talking Cure de Hannah O. Alors, c'est une référence qui vient de quasi de la fin du 19e siècle, avec une patiente du docteur Breuer, qui était un ami du docteur Freud, et qui a dit, eh bien, effectivement, le dispositif de la psychanalyse, bonjour, lui a fait penser au talking cure, en fait. Elle a sorti cette formule. Et donc, moi, j'ai intitulé cette exposition, pour rigoler, comme ça, Talking Sex. Et c'est un petit clin d'œil, comme ça, à une des premières patientes de Freud, en fait. Donc, ça commence comme ça. Et puis, il y a aussi les sponsors que je mets en dessous de l'affiche, qui sont Jacques Lacan et Michel Houellebecq. Alors ça, pour dire que j'ai fait un petit clin d'œil aussi à Michel Houellebecq, qu'on verra très rapidement tout à l'heure. Voilà. Et donc là, l'idée, c'est d'expliquer la série de pièces qui est accrochée. Alors c'est peut-être plutôt un accrochage qu'une exposition, finalement. On appelle ça comme ça aussi. Voilà. Accrocher les pièces, ouais. Accrocher des peintures, des choses comme ça. Et là, on va commencer en fait par un monument de la psychanalyse, puisque ça se réfère, j'ai intitulé cette pièce le complexe d'Oedipe. Effectivement, bon, voilà, il y a un jeu comme ça qui signale en fait une relation incestueuse entre l'enfant et la mère, quelque part. Et en fait, Freud se base là-dessus pour aussi dire qu'il y a une relation en fait de fusion entre l'enfant et la mère, et qu'à un moment donné, il y aurait l'intervention quand même du père. Alors lui, pour Freud, ça serait à son époque, c'était plutôt le régime patriarcal, comme ça. C'était le siècle, ils sortaient du siècle victorien. Et donc, pour Freud, c'était plutôt le père génital, l'incarnation, on va dire, familiale. Et il disait que ce père avait pour fonction, en fait, de défusionner un peu l'enfant de la mère et en fait de le faire entrer en société par le symbolique, par la parole, etc. Et Lacan a fait quand même un truc intéressant, c'est-à-dire qu'il a à la fois critiqué Freud et en même temps il a, valorisé certaines de ses thèses. Et pour cet aspect-là, il a fait évoluer la chose de manière plutôt très pluraliste et laïque, puisque il a transformé, on va dire, cette notion du complexe d'Oedipe en une formule qu'il appelle les noms du père. Et les noms du père correspondent justement à ce moment aussi de diffusion, on va dire, d'entrée, on va dire, de l'enfant dans la société, dans un rapport à l'autre ou aux autres qui sont autres que sa mère. Et en fait, Lacan dit, voilà, si on passe par le symbolique, ce n'est pas seulement le père génital, ça n'a pas beaucoup de sens, ça peut être aussi un beau-père, ça peut être aussi un couple de femmes avec une mère, on va dire, fusionnelle, maternante, et puis une femme qui aurait le rôle, comme ça, la fonction, en fait, de faire entrer ou de l'enfant. Alors, le nom du père, justement, c'est la connexion entre le désir et la loi. Comment, voilà, donc entre l'imaginaire et le symbolique, pour Lacan, dans son système, on va dire, ternaire, avec le symbolique, l'imaginaire, le réel. Donc voilà, les noms du père, en fait, c'est beaucoup plus large. Ce n'est pas seulement le père génital qui va faire entrer. Je vais dire vaste, et chez toi, ça prend la forme d'un apostrophe, d'une apostrophe. Oui, alors ça, c'est une blague, en fait, parce que moi, je fais toujours des espèces de blagues. Là, on voit le rapport comme ça, le rapport incestueux entre l'amant de la mère, en fait. Et peut-être que l'amant,
finalement rejoue aussi cette histoire-là. Alors j'aimerais préciser aussi une dernière chose aussi sur cette question des noms du père. Il y a aussi beaucoup de mères qui vivent seules avec leurs enfants et donc qui éduquent seules leurs enfants. Et donc il y a aussi peut-être de ce côté-là, tous les enfants de mères seules ne deviennent pas psychotiques ou autistes. Donc il y a aussi un exercice aussi, je pense, évidemment, enfin, alors, et autres. D'ailleurs, je pense que c'est pas seulement chez les mères qui vivent seules avec leurs enfants, mais il y a aussi cet exercice finalement de mère maternante d'un côté, et puis de mère, c'est-à-dire qui va faire entrer les enfants dans le social finalement. Alors, je parle de sociabilisation de l'enfant comme ça, pour employer des termes un peu pas plus communs. Si on entre dans les termes de la psychanalyse, c'est vraiment un récit à chaque fois très spécifique en fait. Avec un lexique particulier, ouais. Hein, avec un lexique qui est c'est ça, un lexique. mal usité on en général. Un petit peu par là, mais bon. Alors là, après, on va passer assez vite. On va passer assez vite sur... Alors, une citation de Lacan, en fait, qui est « L'inconscient est en tête de l'art ». Et ça, cette citation, évidemment, m'a beaucoup plu. On va passer très vite dessus. Donc, j'ai mis « en tête de l'art ». Non, c'est l'idée que ça soit sur un tableau. Un tableau, qui se rapporte à toute la représentation, mais qui pourrait se rapporter aussi à l'autoportrait, donc un autoportrait au sens où je suis une tête de l'art aussi. Donc Lacan joue aussi là-dessus, sur cet inconscient en fait qui finalement est aussi une tête de l'art, c'est-à-dire qui est toujours là malgré tout, et qui c'est lui qui va produire en fait au final, qui va être la raison d'une production artistique quelque part. Donc c'est un truc comme ça. Donc on va essayer de passer vite parce qu'on ne va pas rester ici non plus. Là c'est un lapsus peint. Alors je tiens ça d'un ami qui est médecin psychiatre, un vieux pote, et qui doit m'écrire un texte là-dessus sur le lapsus peint. Alors j'espère qu'il regardera cette vidéo, que ça lui rappelle. Et donc, lui, en tant que psychanalyste aussi, lacanien, c'est une façon, en tout cas, d'écrire, en fait, de peindre le lapsus, qui pour lui est original, puisque le lapsus c'est vraiment lié à... Il y a le lapsus calami, mais ça ne se superpose pas. Voilà, ça se remplace en fait. Quand on fait un lapsus entre coulure, coupure, voilà, c'est pas... Donc là, j'ai plutôt superposé. Donc il y a coulure, coupure, couture. Et effectivement, il y a une petite... on entend que ça a sans doute une relation avec la féminité, en fait. Et donc voilà, j'attends le texte de mon ami psychiatre qui va me faire entrer dans l'histoire, enfin, avec le lapsus peint. Ta couleur est coureur presque aussi. Couleur et coureur. Presque, ouais. Ah oui, oula, d'accord. Dans quel sens ? T'as la couleur, alors là t'as une inversion de lettres, c'est pas le problème de la superposition. Mais c'est coulure. Oui, je sais que c'est coulure, ouais. Mais si tu... Ah oui, tu inverses comme ça. Tu déplaces, ouais. Oui, il y a quelque chose qui s'effectue au niveau du regard, quoi. Oui, d'accord, tout est possible. Oui, tout est possible. Ce qui est intéressant, j'ai fait l'expérience avec ces peintures lapsus, en fait. Certaines personnes lisent tout autre chose. Comme toujours. N'arrive pas à lire les trois termes. Il ne lisent que deux. Enfin, c'est toujours des expériences, en fait. Donc on va passer à celui-là. Alors celui-là c'est du lourd. c'est du lourd au sens où je l'ai intitulé Retour vers l'hystérie 2. Alors je fais un petit clin d'œil pour le film, Retour vers le futur. Et là je voudrais parler, oui, effectivement, de ce que pourrait être l'hystérie. Alors déjà l'hystérie, il faut l'envisager.
sens de sujet hystérique, hein, afin de vraiment l'envisager autant d'un point de vue féminin que masculin. Hein. Ça touche autant les hommes que les femmes, c'est important de le préciser, parce qu'en règle générale, voilà, en grec, le mot hystérique se réfère à l'utérus, c'est toute fille, bim, c'est sur les femmes que ça tombe. Donc c'est pas seulement, c'est pas seulement dédié aux femmes, l'hystérie. Et l'hystérie, le sujet hystérique, alors ce qui est intéressant, c'est pour ça que j'ai marqué l'éritrice, alors effectivement je le mets au féminin, puisque en fait, je veux dire, les contacts rapprochés, me semble-t-il, que j'ai eu avec l'hystérique, en tant que mâle, blanc, dominant, pour citer Monique Wittig, étaient avec des sujets femmes, en fait. Et le fait est que l'hystérique, le sujet hystérique, pousse le maître au savoir, en fait. Et pousse le maître au savoir sur quoi ? Eh bien, sur sa jouissance, en fait. Donc, le sujet hystérique est assez fort, en fait, pour interroger, et d'ailleurs, Colette Solaire, qui est une éminente psychanalyste et une éminente commentatrice des textes de Lacan, dit que l'hystérie va droit aux symptômes de la personne avec qui il est en relation. Alors, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que, a priori, alors là, je me base toujours sur des textes, le sujet hystérique, en fait, son truc, c'est d'être en couple, en fait. Pour que ça fonctionne, faut qu'il y ait un couple, en fait. Hein. Et donc, il n'a pas tellement d'intérêt pour le collectif, excepté, bon, voilà, il y a beaucoup d'intérêt, a priori, pour la norme. Hein. Il se présente toujours sur son meilleur jour, et toujours pour le lien, pour le soin, voilà, bon, mais finalement, ça n'a peut-être pas beaucoup de sens de parler d'hystérisation collective, puisque le collectif, c'est pas ce qui intéresse le sujet hystérique. En fait, c'est vraiment, on dirait que ça se déclenche vraiment dans le couple, en fait. Hein, les symptômes, la relation, on va dire, qui induit l'hystérie, en fait. Et donc, on pourrait dire d'ailleurs que, alors je le dis comme ça, que l'hystérique, c'est vraiment Dr Jekyll en public, et en privé, c'est plutôt Mr Hyde. Donc, alors, que fait l'hystérique ? En fait, il stimule, quand je dis qu'il pousse le maître au savoir sur la jouissance, en fait, il stimule le maître, et il le stimule par quoi ? Par la castration, en fait. Il fait des coupes, comme ça. L'hystérie, c'est ça, ça produit des coupes. Donc, ça produit des castrations sous toutes les formes. Sous des formes de privation, de frustration, etc., etc. Toujours dans l'idée que ça se produit vraiment au sein d'une relation finalement amoureuse. Et donc, quand je dis que ça stimule, et là on est dans le récit de la psychanalyse, c'est-à-dire que Lacan, Colette Solaire, on parle comme ça, ça stimule le maître concernant son savoir sur la jouissance. C'est aussi cette question, et quand je dis que l'hystérique va droit aux symptômes, c'est-à-dire qu'il va droit aussi à la jouissance. Et la jouissance, alors il faut l'entendre effectivement dans un sens double, c'est-à-dire que la jouissance, c'est autant pour Lacan du plaisir et du déplaisir. Et alors nos sadomasochistes en savent bien quelque chose, c'est-à-dire que effectivement, ils prennent plaisir à souffrir. C'est un truc assez bizarre. Ils jouissent, en fait, de la souffrance. Alors évidemment, dans un cadre très théâtralisé, etc. Donc la jouissance, c'est pas seulement la jouissance sexuelle au sens... et donc, ça concerne le symptôme, et l'hystérique va viser, finalement, la jouissance du maître. Finalement, on va chercher à savoir ce que c'est, à le révéler finalement, pour pouvoir, alors je crois, pour pouvoir l'observer aussi, pour pouvoir observer finalement ces moments, ces moments de tension, frustration, privation, qui vont mettre le maître dans un état de questionnement,
mais aussi certainement de crise, de désespoir, etc. Et qui vont toujours l'interroger sur sa jouissance, donc sur son pathos, ses souffrances, autant que sa jouissance, on va dire, sexuelle, tout simplement, c'est plaisir, en fait. Alors pourquoi l'hystérique fait ça? Alors c'est toute une histoire qui est passionnante, en fait. Pourquoi il casse, il stimule comme ça? Eh bien, c'est qu'a priori, la recherche de l'hystérique, justement, c'est d'accéder à la jouissance. D'ailleurs, d'accéder quelque part à sa propre jouissance. Mais il n'y accède pas. Donc, il a besoin d'une autre personne pour voir, en fait, ce que désire l'autre. En fait, ce qui va se rapporter à la jouissance de l'autre. Donc, l'hystérique, c'est une phrase. Désire le désir de l'autre. Toujours. Il est toujours dans cette quête, en fait. Et il n'accède pas à la jouissance, parce qu'il y a évidemment un voile, le voile du fantasme. L'hystérique est toujours un fantasme, en fait. Il est toujours en train de désirer. Il désire accéder à la jouissance, mais il n'y accède pas. Et le désir, c'est ça, c'est toujours une insatisfaction. On veut quelque chose, et on n'y accède pas. Et là, c'est ça. L'hystérique reste dans le désir, en fait. Reste dans des projections, en fait. Et il n'accède pas, finalement, à la jouissance. Donc, il y accède, en fait, d'une certaine manière, dans une relation, justement, amoureuse, et en essayant, justement, d'interroger un savoir sur la jouissance. Alors, Colette Solaire dit un truc assez beau, c'est-à-dire que autant pour la psychose, le psychotique est martyr du langage, autant l'hystérique serait martyr du non-rapport. Alors après, ça part sur autre chose, mais martyr du non-rapport sexuel, qui est une formule de Lacan, donc qui se rapporte à la jouissance, blablabla. J'en dirai pas plus, mais voilà, c'est assez... en fait, c'est un sujet. C'est vraiment passionnant à étudier. C'est plutôt... Et donc, bon, après, à expérimenter, c'est quelque chose aussi. Donc voilà, j'ai mis ça, j'ai rétréci, en fait. Je fais tout un discours là-dessus. Mais voilà, parce qu'il y a aussi une stimulation. Il y a aussi une stimulation concernant la jouissance du maître, en fait. C'est clair. L'hystérique, c'est y faire de ce côté-là, mais par ce moyen qui est finalement ce qu'on appelle la castration, en fait. C'est-à-dire qu'en castrant, l'hystérique stimule. Je vois. Voilà. Donc, oui, on va passer. Si tu as des questions, Henri. Ouais, je peux intervenir. Ouais, D'accord. vas-y. Je veux bien que tu me racontes ce que tu appelles le maître. Ah, le maître. Alors là, c'est dans le récit, concernant le récit de la psychanalyse, en fait. Et le maître, il faudrait peut-être se référer. Le maître, si tu veux, c'est celui qui, par définition, jouit. C'est la question du maître et de l'esclave. Donc il fait, lui, son option, c'est que l'esclave produise du savoir. Et il n'est pas, finalement... le maître est toujours dans un rapport au prestige. C'est-à-dire, il est comme un peu... il est dans l'action. C'est en quelque sorte le capitaliste qui agit, qui a une entreprise, qui a des esclaves, ce qu'on appelle des salariés aussi. Des salariés qui vont produire, d'ailleurs, quelque part un savoir pour lui. C'est-à-dire que alors un savoir, c'est des objets, évidemment, des objets, des productions, etc., mais qui peuvent aussi produire un savoir, si on pense à l'industrie culturelle, etc. Et c'est lui qui va non seulement aussi faire produire aux autres un savoir, mais bénéficier des dividendes. Et c'est ça, le maître. Le maître, il est souverain. Ouais. Il est souverain et je dirais qu'il n'a pas une once de culpabilité. Il est totalement... Il est dans une innocence, alors dialectique, je dis bien, ça ne veut pas dire qu'il est innocent, parce que l'esclave, justement, voilà, à un moment donné, ça c'est Hegel qui parle de ça, et Lacan d'ailleurs s'inspire de Hegel. L'esclave, à un moment donné, va interroger, même, parce que lui, il sait qu'il est dans une situation, finalement,
où il produit quelque chose, où il est au service du maître, et le maître, lui, ce qui l'intéresse, sont uniquement les luttes de prestige. C'est uniquement ce qui n'est pas, finalement, de l'ordre d'un réel social, quelque part. On voit ça tout le monde, tout le temps. Et l'hystérique, c'est ça. L'hystérique a aussi cette fonction finalement bénéfique d'interroger le maître, de pointer. Mais là, non pas dans une relation, on va dire, sociale, comme je le raconte là, mais plutôt dans une relation amoureuse. Et en fait, Lacan fait partir cette première interrogation, en fait, de Socrate. C'est-à-dire que pour Lacan, Socrate est un hystérique et il interroge Alcibiade, sur le maître Alcibiade, parce que c'est pas Socrate à l'époque, le maître. Maintenant, pour nous, c'est un maître, mais à l'époque, c'est pas lui. Alcibiade, le maître. C'était lui qui était issu d'une famille riche, qui serait liée à la lutte, au combat. C'est toujours cette histoire de l'éthos, de la lutte, en fait. Et donc, Lacan fait partir, en fait, le premier hystérique avec Socrate, et Socrate interroge Alcibiade, et interroge concernant son réel désir amoureux. Et donc, il y a toute une... Voilà, il y a plein de textes là-dessus, de Lacan, parlant de ce premier hystérique, et donc du questionnement sur la jouissance du maître. En savoir quelque chose de la jouissance du maître, vraiment, voilà. Ça part de là, en fait, chez Lacan. Donc le maître, c'est ça. Le maître, c'est la personne a priori, du moins dans ses signes, dans ce qu'il donne à voir, comme une personne souveraine et plutôt intéressée par les luttes de prestige, par l'exploitation, et lui, finalement, l'exploitation, la domination, la soumission, etc., c'est tout à fait naturel. Oui. Il n'y a pas vraiment de question. C'est comme ça. C'est comme ça, parce que je suis à cette place-là, je suis ton maître, point, tu obéis. Voilà, comme ça. Donc l'hystérique, lui, va plutôt aller chercher, va pointer ce qui pourrait remettre en question, en fait, la position du maître. Mais en fait, il le stimule aussi, donc il renforce, en fait. On n'en sort pas, quoi. C'est ça le truc. Je ne suis pas sûr qu'on en sorte. Donc là, c'est là. Je vais juste donner une indication, une référence. C'est une dame qui parle. Oui, la dame qui parle, c'est justement une dame. C'est justement une dame. C'est juste une indication. Je vais parler d'Elsa Dorlin, qui, alors, je vais le dire comme ça, mais qui, à un moment donné, était historienne des règles. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu une histoire, en permanence sur le sperme, en fait, avec toutes les questions d'onanisme, etc., etc. Donc il y a des pages de noirci concernant la question du sperme et de sa valeur. Mais dans l'histoire, en revanche, les règles ont toujours été dénigrées et on n'en parle pas. Et donc Elsa Dorlin fait une histoire à un moment donné des règles et essaie d'en savoir quelque chose finalement. Et fait un parallèle justement entre les fluides, c'est toute la question des fluides du corps, entre sperme et règles. Voilà. Bon, après, c'est toutes les questions féministes, etc. Bon, après, moi, cette pièce, en fait, c'est ma première, je l'ai refaite là, mais en fait, c'est mon premier rapport avec un travail sur le langage. En fait, ça date de 92, 92. Ouais. Et voilà, il y a quelque chose aussi, je pense, d'assez essentiel, puisqu'il y a aussi les jeux de mots, évidemment les équivoques qu'on peut entendre. Évidemment, il y en a plein. Hein ? Il y en a plein. Il y en a plein, voilà. Bon, après, voilà, là, c'était juste une petite référence comme ça. Et puis, là, ça va être assez rapide. Je pense que c'est aussi une blague. Je fais une grosse blague comme ça, sexe posé. Et effectivement, il y a ce côté chez les artistes, je pense, ce côté obscène, le côté de se mettre toujours à poil, finalement. Et quand on fait une exposition,
En anglais, on dit exhibition. Exhibition. C'est vrai, c'est vrai. Quand on fait une exposition, eh bien, et c'est ce que je dis aux étudiants, on se fout à poil, en fait. Donc voilà, là, c'est un peu sous la forme d'une blague, s'exposer. Et puis d'ailleurs, dans le théâtre contemporain, en ce moment, chaque fois, ça fout toujours se foutre à poil. Il y a un côté comme C'est ça. récurrent, ouais, c'est vrai. C'est récurrent, en fait. Donc il y a un côté chez l'artiste comme ça, exhibitionniste, un peu obscène. Voilà. Et je dirais c'est déjà dans le milieu, en fait. S'exposer. Moi, ça m'évoque la péloche. Oui. Une pellicule, tu l'exposes, c'est encore autre chose. Absolument, oui, on l'expose à la lumière. Et bon, il n'y a pas le... Hein? Il n'y a pas le... Oui, le S apostrophe. Ouais. Bon, là, c'est un peu de la blague. Alors, ça va peut-être un peu avec Celui d'après. puissance. Celui qu'il faut aller chercher tout au bout, loin. Voilà, c'est pareil, on va aller vite. C'est vraiment un jeu entre jouissance et puissance, en fait. Et donc, ce jeu, voilà, c'est... Et puis, il y a un petit côté vieux français, Ouais, la c'est vrai. puissance. Et donc, côté un peu comique aussi, presque comme une blague. Voilà, c'est vraiment aussi l'idée de toute puissance ou de toute jouissance. Ce que peuvent rechercher nos gouvernants, par exemple, d'être dans la toute-puissance et la toute-jouissance, en fait. Et ça a à voir aussi, je pense, avec la psychanalyse. En fait, je crois que ça a à voir aussi avec le réel. On parlait de jouissance tout à l'heure, avec l'hystérie, donc ça a à voir sans aucun doute avec la question du réel et au fait qu'on veuille retourner au réel et finalement retourner à une espèce de tout présent, à une espèce de toute puissance, de toute jouissance. Malheureusement, le langage castre, en fait. Malheureusement, le langage fait que nous ne pouvons pas retourner à cette espèce d'état, justement, comme j'en parlais, de fusion. De maman, oui. Voilà, de fusion avec la mère, où là, on est finalement dans toute puissance, on est dans le réel, en fait. Et le symbolique, tac, nous rend ça inaccessible. Nous rendre ça inaccessible, alors plus ou moins. Voilà, plus ou moins, certains... Effectivement, quand je disais qu'il y avait pour certains aucune culpabilité, eh bien, et donc ils agissaient comme ça en toute innocence, et que finalement ils agissaient en maître, en souverain. Je ne sais pas si certains n'ont pas justement un très fort sentiment de toute puissance et de toute jouissance. Si on parle de certains comme Xi Jinping, Poutine, voilà, ou même Trump, ou même Macron, qui est vraiment là au sommet de l'État, qui il lève le petit doigt, et s'est exécuté. D'ailleurs, il fait partie de l'exécutif. Voilà. C'est le chef des armées. Donc c'est aussi là, quand même un poste, une position qui est... De puissance. De puissance, on est clair. Alors peut-être aussi qu'en puissance. Peut-être. Alors ça, c'est la petite blague pour Michel Houellebecq. Voilà, il fallait le faire. Voilà, écrivain. Mais il écrit pas si mal, d'ailleurs. Ouais. Si, ouais. Oui. C'est son premier roman, là, Particules élémentaires, qui m'est tombé des mains. Et là, une personne m'a prêté Sérotonine, et c'est pas mal. Bon, c'est déprimant, mais c'est pas mal. Il attrape quelque chose de l'air du temps. Ouais. Alors ça, vite fait aussi, c'était dans une soirée, j'ai voulu dire écriture inclusive, et j'ai dit écriture. Et j'ai trouvé ça assez chouette, une espèce de condensé comme ça. C'est une formule, peut-être que maintenant, ça pourrait être drôle, au lieu de dire écriture inclusive, de dire écriture. Écriture. Ça, c'est... Ah oui, c'est toujours... Alors ça, j'utilise des matériaux. Les matériaux, c'est le matériau de la parole ou des matériaux écrits, et parfois, on tombe sur des trucs. Et des trucs parfois très très étonnants.
Et on fait des matériaux réels. Et la phrase originale, c'est « ne m'écris pas, ne m'écris plus ». Ça ressemble à une rupture. De loin. De loin. Et en fait, ce qui est écrit, c'est « je m'écris pas, je m'écris plus ». Et ça, j'ai trouvé ça génial. En fait, c'est génial au sens où il y a cet équivoque entre la parole et l'écrit. Et là, on a les deux. C'est-à-dire, je m'écris pas, alors je n'arrive plus à m'écrire, mais je n'arrive plus aussi à m'écrier. Et donc, là, c'est vraiment très fort, en fait. Et il y a aussi cette dernière notion, c'est-à-dire le fait que ce jeu intéresse la psychanalyse. C'est le sujet qui intéresse la psychanalyse. Et ce jeu va remplacer le nœud, va remplacer une négation aussi. Donc c'est aussi intéressant au sens où finalement le jeu peut-être serait la négation de soi, un truc comme ça. Hein. Bon, là c'est moi qui délire un petit peu, mais en tout cas le jeu du sujet, c'est ce qui va vraiment intéresser la psychanalyse. Et la psychanalyse va poser la question, mais qui est ce jeu, vraiment. Donc voilà, ça c'est une pièce un petit peu particulière, mais que j'aime beaucoup, c'est vraiment étonnante. Hein. C'est pour le coup la négation à la fois de ce qu'on peut écrire et de ce qu'on peut dire. Ouais, donc c'est très fort, ça va très loin en fait. Bon, voilà. Ah, non, mais, ça passe dans ma tête, mais vas-y, continue. D'accord. Donc après, phonétique. Alors phonétique, c'est marrant parce qu'avec l'enregistrement, il va y avoir une superposition de paroles. Ouais. Comment ça va faire? Non, mais ça peut être drôle. Ouais, ça peut être très très bien. Phonétique, alors ça c'est aussi un jeu de mots de Lacan, mais ça m'intéresse aussi parce qu'il y a l'idée que Lacan a aussi, enfin bon, il mangeait à tous les râteliers, Lacan, il vraiment a aussi beaucoup étudié Aristote, c'est beaucoup référé à Aristote. Et là, il y a quelque chose de marrant, d'intéressant, au sens où il y a les trois points, on va dire, de la rhétorique d'Aristote. Hein, les trois moments de la rhétorique d'Aristote. Et dans la rhétorique d'Aristote, il y a trois discours, on va dire le discours épidiptique, c'est-à-dire le discours démonstratif, le discours délibératif, et le troisième discours, c'est le discours du logos, hein, c'est le discours de la loi en fait. Et là on retrouve ça en fait avec la faune qui est liée vraiment au sensible, hein, la nature, au pathos, donc ça c'est un des premiers éléments de la rhétorique d'Aristote. Ensuite, l'éthique, la morale, l'éthos, ça c'est le deuxième élément de la rhétorique, c'est le discours délibératif, hein, le pathos c'est le discours démonstratif, et puis phonétique, évidemment, le langage, ce qui va écrire les lois finalement, et ce qui va être de l'ordre du logos, donc pathos, ethos, logos, et on a tout ça rassemblé. Hein, voilà, on a un jeu de mots finalement, hein, et ça c'est assez drôle. Ça correspond aussi à quelque chose, alors c'est mes petits clivis hein, qui se rapporteraient, bonjour madame, c'est énorme, qui se rapporterait à la logique ternaire en fait. Et cette logique ternaire qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui et qu'on retrouve dans Lacan, qu'on retrouve dans Freud, qu'on retrouve même en politique. Quand je parle de ça, c'est que logos, ethos, pathos, alors après c'est mes petites élucubrations, mais on le retrouve dans le législatif, logos, l'exécutif, l'éthos, évidemment, la guerre, et puis le judiciaire, le pathos, le peuple en fait. Hein. Et on retrouve ça aussi chez Lacan avec... je pense, imaginaire, symbolique. Alors, symbolique, logos, l'imaginaire, c'est l'éthos, et le réel, c'est le pathos, c'est le sensible, hein, c'est le corps, en fait.
Et pareil pour Freud, le sale, sur moi, moi. Hein. Et cette logique ternaire, en fait, qui fonctionne par trois, hein. Bon, après, c'est toujours des portes d'entrée, hein, évidemment. Mais notre façon de structurer, en fait, les choses fonctionne souvent en ternaire. C'est ça qui est très étonnant, en fait. Enfin, que je trouve assez étonnant. Hein. Et qui vraiment, je pense, est lié à une logique humaine, en fait. Puisque si on se réfère à la science, il n'y a pas vraiment de ternaire. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Je pense que c'est plus binaire. Je sais c'est pas, encore autre chose. C'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Ah bon, alors on va continuer, parce que là, je pense que je ne veux pas encore. Et là, bon, voilà, bah, ça, c'est un vieux aussi, on va dire un vieux lapsus. Et signe-singe, bon, bah voilà, ça pourrait se référer à une phrase de Raymond Queneau que j'aime beaucoup, et qui dit l'homme serait sans doute un singe devenu fou. Un singe devenu fou. Et donc voilà, c'est en fait une synthèse, alors pour le coup binaire, signe-singe, et qui qualifie en fait, je crois, assez bien notre espèce, hein, dans l'espèce de deux extrêmes entre la question du cygne, hein, et la question du singe. Voilà. Après, si tu parlais de la gémellité des signes d'ailleurs. Oui, alors après, il y a des petits rapports formels en fait qui sont toujours très amusants. C'est-à-dire que tu parles fort. Hein. Oui, ouais. Je parle fort. Ouais. Ouais. Il y a des choses très amusantes, voilà, formelles, au fait, qui tout à coup apparaissent avec presque, oui, de double en fait, hein, de double identique à soi. Alors après, on pourrait partir loin, c'est-à-dire la parole qu'on adresse à soi-même, ce même, quel est-il? Eh bien, c'est un même qui est effectivement identique à soi. Hein, mais c'est un autre aussi. Donc, non, voilà, je ne sais pas si. Mais si. Pour faire très vite, mais pour faire très vite, pour le coup, voilà. ça résonne avec ça. Ça résonne avec ça, mais il faudrait t'en parler avec quelqu'un d'autre. D'accord. Ok, et puis là, on finit là-dessus, sur une espèce de petite fleur de bouche qui. Voilà, on reconnaît les peines de cœur du tortionnaire, ces malaises cardiaques. Et je ne vais pas en parler, mais je pense que ça parle justement là aussi de psychanalyse. Hein, l'explication serait trop longue et trop tordue en fait, mais je crois que ça se réfère aussi pas mal à ce qu'on pourrait appeler la conversion hystérique, hein, qui est aussi un aspect de l'hystérie. Sujet d'étude passionnant. Ce moment de la conversion, c'est un moment la conversion ou c'est quoi? C'est un passage? Non, c'est pas un autre moment, chose. la conversion. Voilà. C'est une transformation, non? Non, en fait, c'est la manière dont un sujet va fixer, avec l'aide du langage, une douleur. Je vais le dire comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on trouve parfois beaucoup dans les hôpitaux des personnes qui arrivent et qui disent j'ai mal à l'épaule, ça va pas, j'ai le bras bloqué depuis des semaines, ça fait d'ailleurs 2 ans que ça dure, etc. On fait tous les examens, il n'y a rien. Il n'y a aucune trace qu'on appelle anatomopathologique, c'est-à-dire il n'y a aucune lésion. Donc là, on se pose des questions, qu'est-ce qui se passe? D'où vient-elle? La personne est vraiment bloquée, en fait. Hein, vraiment impossibilité de travailler, etc. En fait, c'est ça la conversion. C'est-à-dire qu'il y a psychiquement vraiment une fixation sur un endroit du corps, hein, par exemple, le genou. Oui, par exemple. J'ai mal au genou. Et bon, là, c'est presque une caricature, hein, mais il y a une fixation. Et ce mot va en fait vraiment créer une douleur. C'est-à-dire, il y a vraiment une espèce de chose assez formidable, en fait. Hein. C'est ce en termes de conversion, c'est-à-dire que le sujet, par le biais d'un mot, va vraiment convoquer un endroit du corps, et ce corps va être douloureux, mais il n'y a en fait
aucune lésion. Et donc c'est peut-être... alors, je ne suis pas sûr que ce soit bien, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Donc ça se concentre aussi, c'est-à-dire le langage, la puissance du langage. C'est là où c'est très fort. Est capable, pour un sujet, d'aller jusqu'à une douleur corporelle, de faire en sorte qu'il y ait une douleur corporelle. Mais tout ça, c'est psychique. C'est un truc... Hein? Toc, toc, toc? Non, docteur. Ah, Docteur Knock, oui, oui, effectivement, comment il va influencer... alors lui, il emploie quand même des moyens, des moyens, comment dire, qui sont matériels. Hein. Il va vraiment rendre les gens malades en les affamant, si je me souviens bien. Ah, je connais pas Dr Knock, moi. C'est lui qui a dit. D'accord, ouais. Okay. Oui, mais je crois que c'est ça, il les affame vraiment. Donc bon, là, il se tombe vraiment malade. Donc voilà. Des vraies lésions, au final. Ah, des vraies, oui, des vraies enfin, des vraies lésions. Des liaisons, c'est joli. Oui. Physiques. Oui. Les affamés, mais aussi par rapport à un petit bobo, il va leur trouver des maladies très graves. Oui, bien sûr. Et rentrant dans une psychologie 30 ans en arrière, vous ne seriez pas tombé du berceau. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, tu l'apprends à l'envers. Mal au dos depuis 30 ans. C'est votre mère qui vous a lâché. D'accord, ok. Ben, je ne connaissais pas, je ne me rappelais plus d'ailleurs. Parce que je l'ai lu il y a longtemps, Docteur Je l'ai joué, Knock. Ça fait longtemps que je l'ai lu celui-là. Bon, voilà, en gros, Aurélie, merci. Alors merci de m'avoir invité à faire ce petit accrochage. Voilà. Merci à toi de nous avoir accrochés. Ok, bah à une prochaine.